Installation anarchique des gares de taxi, on les retrouve dans toutes les communes d'Abidjan. Retour sur ce phénomène dans cette édition. Une rencontre aujourd'hui entre le ministère de la Santé et la coordination des syndicats des personnels soignants. Au menu des échanges, la revalorisation salariale et l'exercice de la profession. Et puis le Mali, où la campagne présidentielle s'achève ce soir. Les Maliens vivant en France attendent toujours leur carte d'électeur pour la présidentielle du 28 juillet. Mesdames et messieurs, il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Elles poussent comme des champignons à des endroits inattendus. Les gares de taxi ont envahi les communes de la capitale économique. Chaussées et carrefours sont assaillis par ces gares de fortune. Certes, elles sont très utiles, mais très souvent pourvoyeuses de désordre. Le tableau décrit ici par Hamza Diaby. Tels des champignons, les gares ou têtes de taxi poussent dans tous les coins de rue, dans le district d'Abidjan. Stations-service, au carrefour, partout où peut se trouver la clientèle, les taxis et mini-cars de transport font leur chargement. Chez nous, c'est une gare. Puisqu'il y a les syndicats ici, on charge ici, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Et puis les passagers viennent aussi. Les passagers viennent ici. Sans ici, tu ne peux pas prendre client derrière ou ça devant. Toute chose qui ne déplaît pas aux passagers. Quand je suis arrivé à Gamé, je me suis renseigné où se trouvent les bakas qui vont vers la Riviera. Là. Donc on m'a indiqué ici, donc c'est pour cela que je suis venu là. Et pourtant, Abidjan est pourvu de gares routières autorisées, aménagées pour recevoir tout type de transporteurs, mais pas toujours fréquentées comme il se devrait. Les gares anarchiques, ça crée trop de désagréments au niveau d'Adjamé. On n'a même plus de voie express, on n'a pas de voie d'urgence pour faire quoi que ce soit. Nous faisons tout, les transporteurs ne font pas face. Ils préfèrent rester sur la route pour ne pas payer les taxes. Une situation à revoir certainement si le développement peut rimer avec tout, sauf le désordre. Il n'est pas normal de créer dans toutes les intersections des gares. Nous demandons l'appui de l'État en les déguerpissant des forces. Sinon, dans les bordures des routes, des gares, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bien. Ça ne fait pas une code voie émergente. Une émergence qui nécessite le concours de tous. Ils mettent également à mal l'image de la capitale. Les mendiants et vendeurs au carrefour et aux abords des rues en dijouent pour quitter les lieux. Leur présence à ces endroits, selon le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, pose un véritable problème de sécurité et compromet les efforts du gouvernement en la matière. À compter du 5 août 2013, tout mendiant ou marchand ambulant présent à un carrefour sera donc interpellé et ses marchandises confisquées. Cette fois, en image, cet accident de circulation qui s'est produit aujourd'hui même en début d'après-midi à Cocody. Un gros camion a percuté plusieurs véhicules en stationnement au carrefour, situé non loin du siège de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. À l'origine de l'accident, une défaillance technique du système de freinage. Fort heureusement, pas de perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. Au total, 8 véhicules endommagés. Autre chose à présent, apaisement du côté du secteur de la santé, les indices des personnels de santé revalorisés. Le décret qui vient d'être adopté par le gouvernement entre en vigueur le 1er janvier 2014. En attendant, la coordination des syndicats des personnels soignants est reconnaissante au président Alassane Ouattara. Elle a transmis le message au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Juliette Ouéa. Fin d'un bras de fer, pourrait-on dire. Ce vendredi 26 juillet, le syndicat national des cadres supérieurs de la santé en Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH fument le calumet de la paix. Pour les premiers cités, les différents points de revendication qui les opposaient à la tutelle sont pris en compte depuis le Conseil des ministres du 6 juin dernier. Nous avons obtenu une bonification de nos indices. À partir de janvier 2014, pour les cadres supérieurs de la santé, aujourd'hui, nous sommes payés à indice 745. C'est à partir de là qu'on calcule le salaire de base. En janvier 2014, il y aura 400 points d'indice, d'où nous serons à 1145 points. Et le salaire va changer. L'occasion fut donc belle pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH, Raymonde Goudou-Kofi, de rappeler aux syndicats la conscience professionnelle, c'est-à-dire exclure tout racket ou autre mauvais accueil des populations dans les établissements sanitaires. Pour moi, il n'est pas possible que l'État fasse des efforts dans le sens du relèvement des indices du personnel de santé et qu'en contrepartie, nous ne voyons pas sur le terrain les efforts et l'amélioration du comportement
du personnel médical vis-à-vis des populations. Tout en remerciant le gouvernement ivoirien, le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire prévoit dans les prochains jours l'organisation d'une assemblée générale. Il s'agira entre autres d'informer ses membres des retombées positives de la rencontre de ce jour. Enseignement supérieur, 5 nouvelles universités seront construites à Mans, San Pedro, Bondoukou, Daloa et Korogo. Ce projet du gouvernement ivoirien est au laboratoire depuis mercredi. Les experts évaluent sa mise en œuvre afin de proposer des projets crédibles et viables. Le séminaire est initié à Grand-Bassam par le programme présidentiel d'urgence. On écoute Grace Kando. Construire 5 nouvelles universités. Une mission que se donne le gouvernement ivoirien. Cette volonté répond aux exigences récurrentes d'accueil de nouveaux étudiants, comme on a pu le constater ces 10 dernières années. Pour la mise en route de ce vaste projet, il faut se donner un temps de rencontre et de réflexion. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique initie un séminaire à cet effet. Nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ce vaste projet de construction de 5 universités. Mais il n'y aura pas que la construction des infrastructures. Il y aura en plus et surtout à définir les offres de formation dans ces différentes universités. Ces universités vont certainement avoir des noyaux de spécialisation. 3 jours durant, présidents d'université, partenaires au développement, experts nationaux et internationaux vont évaluer la mise en œuvre du projet. Nous sommes là pour définir le programme. En fait, c'est le cahier des charges qui va permettre aux architectes ensuite de vous créer une université qui correspond à votre manière d'enseigner, à vos besoins, à votre prospective, à ce que vous voulez faire de votre enseignement et de votre outil d'enseignement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire va permettre en fait de décongestionner les différentes universités publiques qui sont créées depuis bien longtemps et redynamiser les nouvelles universités qui sont créées, notamment l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa et l'université Pélé-Ferrogon de Korogo. Ces 5 universités seront implantées dans les villes de l'intérieur du pays, à savoir Korogo, Daloa, Mans, Bondoukou et San Pedro. Une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Les forêts ivoiriennes en danger, avec chaque année une perte de 300 000 hectares de forêt. La fondation Soundele Konan s'est trouvé un porte-voix pour passer des messages de sensibilisation en faveur de la préservation du couvert forestier. Il s'agit de l'animateur producteur Yves Zobo Junior. On en sait plus avec Michel Mambo et Franck Kouadiou. Côte d'Ivoire, 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60. Il n'en reste que 6 millions, selon des chiffres officiels. Un vaste élan pour la sauvegarde de ce couvert forestier est engagé par la fondation Soundele Konan, initiateur de plusieurs programmes forestiers aujourd'hui disparus. Qui donc, pour le remplacer et perpétuer l'œuvre, les membres de la fondation ont choisi l'homme de culture et de médias, Yves Zobo Junior. Il est courageux, il est battant, il est humble et il est persévérant. Sa mission, véhiculer partout dans le monde des messages pour mieux protéger la forêt ivoirienne, une mission que le porte-flambeau entend réussir. C'est utiliser toutes les relations qu'on a en termes médiatiques et pour faire des stratégies de reboisement. Aujourd'hui, que ce soit avec Didier Drogba ou Samuel Eto'o ou bien même Yannick Noah, faire une campagne de reboisement, planter un arbre symboliquement permet aux autres de faire comme. Il y a urgence donc, jusqu'en 2010, près de 300 000 hectares de forêt disparaissaient encore, une donnée à revoir à la hausse 3 ans après. À présent, des nouvelles de l'étranger, présidentielle au Mali, jour J-2. Près de 7 millions de Maliens appelés aux urnes dimanche prochain. Mais les Maliens de l'étranger pourraient ne pas être nombreux à participer à ce scrutin crucial. En France, par exemple, ils attendent toujours leur carte d'électeur. Adiatou Soumaré a beau être à la retraite, il n'avait pas prévu de jouer à la chasse au trésor à l'ambassade du Mali. Pourtant, il n'a pas le choix. Pour retirer sa nouvelle carte électorale et voter ce dimanche, son nom doit être sur une de ses listes. Il faut amener votre bouteille, un petit gamelle, pour vraiment travailler. C'est une journée de travail là. Penché, courbé, il faut de la souplesse et de l'endurance, une lampe de poche aussi. Au bout d'1 heure de recherche, la colère gronde. C'est du n'importe quoi pour cette fois-ci.
parce que c'est la 3e fois que je viens dans les consulats. J'étais là-bas toute la journée, je n'ai pas vu mon nom. Et là, on m'a dit de venir à l'ambassade du Mali. Les noms ne sont même pas dans l'ordre alphabétique, même les plus philosophes s'inclinent. Je travaille à l'ambassadeur du Mali et j'ai fait un recensement ici à Rabec ici, mais malheureusement mon nom n'est pas dans les listes. Bon, j'ai envie de voter comme tous les Maliens. Et puis, il y a les chanceux qui trouvent du premier coup. Effectivement, je suis sur la liste. Seuls les Maliens recensés en 2010 pouvaient recevoir une carte électorale biométrique. En France, ils sont 81 000 dans ce cas. À cause de multiples problèmes techniques, seulement 30 000 cartes ont été délivrées. Je suis le premier à regretter qu'ils ne puissent pas voter. Mais bon, ça, ils voteront une autre fois. Vous avez vu des gens en colère ici? Ah oui, oui, c'est vrai. Même hier après-midi, j'en ai vu. Mais c'est vrai, après des explications apaisées, ils comprennent. Ils comprennent. Dit, monsieur l'ambassadeur, nous comprenons. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? 30 000 cartes pour 200 000 Maliens en France. La présidentielle de 2013 restera un grand rendez-vous manqué. Au Togo, on a voté pour les législatives. Les premiers résultats du scrutin sont tombés aujourd'hui. Le parti au pouvoir est donné en tête. Le collectif d'opposition Sauvons le Togo arrive en 2e position. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant 48 heures. Le comptage des voix a commencé à 16 h dans la plupart des bureaux de vote. Les Togolais élisaient hier leurs députés et pour la première fois dans l'histoire des élections au Togo, les premières tendances ont été publiées quelques heures après le vote. Selon ces chiffres, sans valeur officielle, UNIR, le parti au pouvoir, arrive en tête, suivi du collectif d'opposition Sauvons le Togo. L'UFC de Gilles Christ-Olympio, qui s'est rallié au pouvoir, a complètement chuté. Le principal incident de cette journée s'est déroulé devant la radio privée Légende, qui dénonçait des fraudes électorales. Les forces de l'ordre ont voulu interrompre les programmes, déclenchant une manifestation spontanée des auditeurs. En bref, en Égypte, la justice ordonne la détention de Mohamed Morsi. Le président destitué est accusé de multiples assassinats de soldats et de conspiration avec le Hamas. La Tunisie, quasiment paralysée aujourd'hui, une grève générale a été lancée par la principale centrale syndicale. Les grévistes souhaitaient protester contre l'assassinat la veille de Mohamed Brahmi, une figure de l'opposition nationaliste de gauche. Boutiques fermées, liaisons aériennes annulées, la Tunisie était paralysée ce vendredi autant par la grève générale décrétée par l'UGTT que par l'état de choc au lendemain de l'assassinat de Mohamed Brahmi, le jour même du 56e anniversaire de la proclamation de la République. Deuxième opposant de la gauche laïque assassiné en 6 mois, Mohamed Brahmi, âgé de 58 ans, a eu le corps criblé de 14 balles par un commando de 2 personnes à moto qui ont aussitôt pris la fuite. Un avait une casquette rouge. L'autre avait une casquette beige. J'ai eu le temps de les voir quand ils ont tourné au bout de la rue. Farouchement opposé aux islamistes, il venait de quitter le parti nationaliste Achab, infiltré selon lui par ces derniers, pour rejoindre le Front populaire auquel appartenait Chokri Belaïd, abattu lui aussi en février. Nous allons compter sur le mouvement populaire, la mobilisation populaire, en vue de pousser ce gouvernement à démissionner. Aussitôt la nouvelle répandue, des mouvements de colère se sont formés devant l'hôpital vers lequel il a été dirigé et dans les rues de Tunis pour dénoncer la main de Rached Ghannouchi, des frères musulmans, et réclamer là aussi la chute du gouvernement. C'est le 2e assassinat en Tunisie en 6 mois. Si nous avons une personne tuée tous les 6 mois, la situation va devenir pire qu'un scénario à l'iranienne. Même soulèvement à Sidi Bouzid, berceau de la révolte tunisienne dont il était originaire et député. Selon l'agence France Presse, les manifestants y ont envahi le siège du gouvernorat et incendié quelques bureaux. Pour calmer la fureur d'une population résolue à faire obstacle à la poussée d'Ennahda, le ministre de l'Intérieur a révélé les premiers résultats de l'enquête. Mohamed Brahmi a été tué par un salafiste extrémiste avec la même arme qui a servi à tuer Chokri Belaïd. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir parcouru avec nous. Bonne soirée sur RTI2.